Bonjour à tous. Alors, ce matin a eu lieu la conférence de presse du COSICO. Alors, c'est quoi le COSICO? C'est une commission citoyenne Covid qui regroupe tout un tas d'experts dans tout un tas de domaines. Donc, nous avons des médecins, des juristes, des biophysiciens, des biostatisticiens, des virologues, des psychologues, des philosophes et des bioinformaticiens. Et ce groupe partage cette inquiétude sur la politique actuelle liée à la Covid et la politique du tout vaccin. Et donc, ce matin, j'ai présenté toute une série de résultats, mais il y a eu un problème de caméra. Donc, on m'a demandé de refaire une petite capsule vidéo qui présente succinctement les résultats. Alors, je ne vais pas rappeler mon parcours, vous pouvez le trouver facilement sur LinkedIn ou en ligne sur ma page web. Mais je voudrais rappeler que je m'exprime ici à titre personnel, que je n'ai pas de conflit d'intérêt, que ce sont des résultats préliminaires qui font l'objet de préprint, bien qu'on joue la transparence totale en relâchant les datas, en relâchant les codes, en tout cas pour la version 1 du préprint. Je vais présenter ici des nouveaux résultats qui seront dans la version 2 du préprint, mais je voudrais dire que j'ai bien sûr discuté ces nouveaux résultats avec des pairs avant aujourd'hui. Je ne citerai pas leur nom parce qu'avec le climat ambiant, ils préfèrent ne pas être cités. Mais voilà, sachez que ceci a évidemment été fait. Et finalement, ma dernière précaution, c'est de dire la corrélation, ça ne veut pas dire causalité. Sachez que c'est un de mes domaines d'expertise. Et pour preuve, vous pouvez aller lire ma thèse, qui est quand même fortement citée. Vous verrez que les liens entre corrélation et causalité sont abondamment expliqués dans ce document. Alors, mon préprint parlait de l'impact des vaccins sur la surmortalité en 2021 en Europe et utilise en fait l'intelligence artificielle pour voir si on peut, oui ou non, attribuer au vaccin potentiellement ce signal de surmortalité qu'on observe en 2021, notamment sur le site Euromomo qui calcule les surmortalités par tranche d'âge. Et la conclusion de ce papier, c'était qu'en effet, il semblerait qu'à moins qu'on trouve une meilleure variable prédictive, la balance bénéfice-risque des 0,44 n'est pas en faveur des vaccins, simplement parce que la variable nombre de doses délivrées semble être rajoutée de l'information au modèle prédictif de la surmortalité de 2021. Alors, on m'a envoyé tout un tas de critiques assez intéressantes depuis que ma vidéo est sortie. Notamment, on m'a dit, voilà, les 0-14 ans, ils sont très impactés par les morts-nés, les maladies des nourrissons, peut-être que ça ne vaut pas la peine de les regarder. Aussi, dans les petits pays, on peut avoir des surmortalités, puisqu'ils ont très peu d'accidents, très peu de morts, ou de surmortalité plutôt, je devrais dire, par semaine. Et donc, un simple accident de voiture avec 4 personnes, ça peut vraiment avoir une forte variation et perturber le signal des données. Et ces deux remarques sont vraiment très pertinentes. Et donc, on a recommencé en partant des données brutes avec donc le nombre de morts, les données Eurostat, et on les a croisées avec le CDC et on a gardé que les pays de plus d'1 million d'habitants. Et ça nous laisse 16 pays. Ces 16 pays sont ceux qui sont compatibles entre les données CDC et Eurostat. Donc par exemple, vous n'y trouverez pas l'Allemagne ou les Pays-Bas, simplement parce que le nombre de doses n'est pas répertorié de la même manière, visiblement, que pour les autres pays. Mais évidemment, plus il y a de pays, mieux c'est, et on prend la majeure partie, on prend la totalité des pays qui satisfont aux critères voulus, c'est-à-dire 1 million d'habitants et compatibilité ECDC, Eurostat. Et ce qu'on a fait, c'est des modèles linéaires par semaine. Pourquoi par semaine? Parce que comme ça, on capture bien les saisonnalités des mortalités. Donc, pour faire une petite explication, ce qu'on appelle une surmortalité, c'est quand il y a plus de morts que ce à quoi on s'attend. Donc, ce à quoi nos modèles prédictifs prédisent. Et donc par exemple en hiver pour les personnes âgées, on s'attend à un certain nombre de morts chaque année, et puis quand il y a plus que ça, on parle de surmortalité. Mais le problème, c'est qu'il faut prendre une référence. Et alors il y en a, et vous en trouverez dans la littérature, non, même carrément dans la presse, qui comparent à 2015 ou à 2016 la mortalité, et puis ils disent en fait il n'y a pas d'accroissement. Évidemment, c'est une pratique qui n'est pas
vraiment très bonne de faire ça. Je vais vous montrer deux exemples. Si je prends ici les mortalités, par exemple, en Pologne pour les 15-24 ans, si vous regardez la mortalité en 2016, elle est bien plus élevée qu'en 2019. Et en fait, vous aurez une sous-mortalité vraiment marquée si vous prenez 2016 comme référence pour regarder si 2019 est une année où il y a de la surmortalité. Et ici, c'est les jeunes donc, qui ont une tendance en fait, à moins mourir ces dernières années, peut-être grâce à l'amélioration des soins de santé. Ici, vous avez les populations plus âgées au Danemark, les 70-79 ans. Et alors, vous allez me dire, ben, comment ça se fait qu'ils meurent de plus en plus au Danemark? Est-ce que les soins de santé diminuent? Ben, pas du tout, c'est l'inverse. Les soins de santé s'améliorent et donc la population vieillit. Et comme la population vieillit, ben, chaque année, il y a plus de morts. Mais donc, c'est pour ça que c'est important de parler de surmortalité, parce que typiquement, dans ce genre de cas, il faut calculer ce à quoi on s'attend, sachant que la population vieillit. Et donc, prendre de nouveau ici 2016, ça serait une grave erreur parce qu'alors on va conclure qu'il y a une surmortalité massive et c'est pas ça qui se passe évidemment. Et donc il vaut mieux faire des modèles linéaires et de les faire de manière à capturer la tendance croissante ou décroissante. Alors, à un moment, cette tendance croissante ou décroissante va bien sûr basculer. Par exemple, si je prends la population vieillissante, ben, quand les boomers vont arriver dans les zones de mortalité, maintenant ils arrivent à la retraite, mais dans quelques décennies, ils vont arriver dans ces zones où la mortalité va être vraiment forte, ben, c'est clair que la tendance ne va pas rester croissante. Mais il n'y a pas de raison de penser que 2019, 2020 ou 2021 échappent à la tendance croissante ou décroissante de chaque pays. Et donc, ces modèles linéaires, c'est une bonne manière de procéder pour évaluer une mortalité inhabituelle. Et en plus, on le fait par semaine. Comme ça, ben, on a la mortalité en été qui est différente de la mortalité en hiver pour les différentes couches de la population. En faisant ça, eh bien, on peut commencer à regarder donc trois tranches d'âge, les 15-24, les 25-49 et les 50-59, et redécouvrir ce qu'on avait déjà montré dans le préprint, c'est que la variable taux de dose est pertinente. Et maintenant, on va regarder comment ça se fait. Voici les prédictions de nos modèles quand... En fait, non, ce n'est pas les prédictions. Quand vous voyez les barres vertes, c'est qu'il y a une sous-mortalité. Donc, c'est que notre modèle pense qu'il y aurait dû avoir plus de morts cette semaine-là. Et quand vous voyez une barre rouge, c'est au contraire que nos modèles pensaient qu'il y aurait dû avoir moins de morts. Donc, il y a une surmortalité quand il y a des barres rouges et une sous-mortalité quand il y a des barres vertes. Et la courbe bleue, c'est une courbe lissée qui du coup, souffre moins quelque part des pics locaux, puisqu'elle agrège cette semaine autour du point qui nous intéresse. Mais donc, ce qu'on voit bien, c'est que 2019 a une surmortalité assez proche de zéro, des petites barres rouges, des petites barres vertes. Quand on arrive en 2020, on a cette vague Covid qui est beaucoup plus forte que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Et puis alors, quand on arrive en 2021, on a une forte surmortalité et on voit bien que, donc ici on a le pic de la première dose, donc c'est la part de cette population qui a reçu la première dose qu'on voit ici. Le deuxième pic c'est la deuxième dose et le troisième pic c'est la troisième dose. On voit clairement ici une dépendance. Alors évidemment j'ai bien choisi cet exemple, il est graphiquement parlant, mais on peut se poser la question, est-ce qu'on va observer ça sur beaucoup d'autres pays ou pas? Je vais vous montrer ce qu'on pourrait appeler un drift générationnel. Donc ici, je vais regarder les 25-49 ans en Estonie, et puis je vais regarder une autre tranche d'âge, je vais regarder les plus vieux, les 70-79 ans. Et vous allez remarquer qu'il y a 4 pics, 2 en 2019, 2 en 2020, et que ces 4 pics, on va les retrouver chez les 70-79 ans en synchronisation. Donc par exemple ici, c'est vraisemblablement un pic lié à la grippe. Si je vais voir les 70-79 ans, hop, je suis avec ce même pic. Si je vais regarder le pic Covid, hop, il arrive au même moment en 2020. Par contre, quand je vais après la période de vaccination, donc le démarrage de la vaccination, c'est quand 5% des gens ont reçu la première dose, et bien là, je vais regarder où tombe le pic. Il tombe entre la dose 1, le pic de la dose 1 et le pic de la dose 2. Il tombe ici, et si je regarde maintenant les 70-79 ans, bim, il est bien décalé du pic précédent, il tombe ici, mais il tombe aussi entre la dose 1 et la dose 2. Et le pic 3, même chose, regardez, enfin, pic dose 3, le sommet se trouve ici. Si je reviens vers les jeunes Estoniens, hop, le pic est plutôt ici, et aligné aussi à la dose 3. Donc il y a une désynchronisation qui s'est produite
alors qu'ils étaient synchronisés pour les vagues précédentes d'influenza probablement, ou de vagues de chaleur et de froid, il ne l'est plus en 2021. Le problème, c'est qu'on a aussi des drifts qu'on pourrait dire géographiques. Donc ici, je vais regarder la même tranche d'âge, mais dans deux pays voisins, l'Autriche ici, et vous voyez de nouveau ces 4 vagues qui vont se retrouver chez leurs voisins, ici les Croates. Je mets ma souris sur le sommet de ce pic, je vais voir chez les Croates, même moment. Je prends ici ma vague Covid, je retourne chez les Autrichiens, un tout petit peu décalé. Je regarde ici ma vague d'hiver, hop. Et donc ici, cette vague-ci, pardon, la vague d'hiver de 2020, elle est aussi synchronisée. Par contre, la vaccination démarre et les Croates, visiblement, donc il y a un double pic pour la dose 1, ça s'est arrivé dans plusieurs pays, dont la France d'ailleurs, quand on introduit le CST, il y a un deuxième pic qui se produit parce qu'il y a tout un tas de gens qui ne se sont pas vaccinés lors de leur première occasion, mais quand leurs libertés sont restreintes, ils décident quand même de se faire vacciner, et donc il y a un second pic qui apparaît. Et ici, chez les Croates, on a un second pic qui tombe ici pour la dose 1, mais ce second pic est plus haut que le premier. Et si je retourne en Autriche, regardez ce qui se passe à ce moment-là, paf, j'ai le minimum à ce moment-là en Autriche. Et par contre, quelques mois plus tôt, une demi-année plus tôt quasiment, j'ai le sommet qui, lui, chez les Autrichiens, le pic de la dose 1 est au moment où on a ouvert la vaccination. Donc, ici j'ai mon pic, et si je retourne chez mes Croates, c'est un moment où je n'ai pas de pic du tout. Je n'ai pas une sous-mortalité, mais j'ai pas non plus... J'ai un très léger pic qui se manifeste pendant cette phase-là. Donc, on a une synchronisation des pics précédents, mais on arrive en 2021 et il y a une désynchronisation qui se produit peut-être à cause de la vaccination. En tout cas, on comprend quand on voit ce drift générationnel et ce drift géographique que les méthodes d'intelligence artificielle considèrent qu'il y a une pertinence derrière cette variable taux de dose délivré. Alors, il y en a qui diront oui, mais bon, ces pics Covid, ils tombent en même temps, enfin, ou les pics de vaccination, ils tombent en même temps que les pics Covid, et donc si ça se trouve, c'est le Covid qui est responsable de cette semaine la plus surmortelle. Ok, peut-être, mais je voudrais quand même rappeler que la mortalité des moins de 45 ans, elle est estimée, on a eu récemment un rapport Epiphar qui montre que chez les moins de 45 ans, il y a 0% de mortalité liée au Covid. Alors c'est pas un 0 pile, c'est 0 point quelque chose, mais on est plus proche de 0 que de 1, sinon il l'aurait mis, parce que je peux vous dire que ces rapports, quand on regarde, que ce soit l'Epiphar ou celui du CAE, de Conseil d'analyse économique, qui essaye d'évaluer les bénéfices liés au pass sanitaire, et évidemment... Donc moi je trouve leurs analyses un peu biaisées en faveur du discours ambiant, puisqu'ils regardent que les bénéfices et pas les coûts par exemple. Il y a 2-3 autres choses qu'on peut pointer, mais ce qui m'intéresse ici, c'est que même des rapports qui sont vraiment fortement en faveur de la vaccination, ils montrent 0%, même le rapport du CAE, pour les moins de 45 ans. Et donc aller dire que c'est à cause du Covid que ces pics de surmortalité tombent en même temps que ces pics de vaccination, c'est peut-être une explication un peu facile. Mais on peut essayer justement de trouver, pour montrer que ces résultats sont robustes, une autre statistique, et on va regarder la surmortalité depuis le début de la vaccination. Et on va regarder, est-ce que 2021 a une surmortalité qui est nettement supérieure à 2020, qui est une année Covid. Et donc, a priori, on devrait avoir, puisqu'il y a une partie de la population qui est vaccinée, on devrait avoir une diminution de la mortalité. Là, il n'y avait personne qui était vacciné, il y a eu quelques vagues Covid. Ici, au contraire, il y a beaucoup de gens vaccinés. Donc, on s'attend peut-être à une diminution. Mais en tout cas, même si on fait une hypothèse qu'il n'y a pas de diminution, on peut s'attendre à ce que ça soit constant. Mais ce n'est pas ce qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est vraiment une surmortalité en 2021 par rapport à 2020. Quand on fait donc la somme de toutes les barres rouges après le début de la vaccination. Donc, si je regarde le début de la vaccination, je fais la somme de toutes ces barres rouges et je vois que je fais les barres rouges moins les barres vertes, mais je vois que j'ai des nombres beaucoup plus grands qu'en 2020 pour la même période de l'année. Donc,
C'est vraiment inquiétant. Et les chiffres qu'on a sont vraiment de l'ordre, quand on fait la moyenne sur toute l'Europe, du x2. Et c'est ce qu'on voyait sur Euromomo. On a une surmortalité double pour beaucoup de tranches d'âge. Et nous, ce qu'on voit, c'est que 11 pays sur 16 ont une surmortalité pour les 15-24 ans par rapport à 2020. Quand on regarde les 25-49, 12 pays sur 16, et quand on regarde les 50-59, 11 pays sur 16. Donc, c'est troublant. Alors certains diront, oui, mais c'est peut-être le retard de traitement des hôpitaux. Alors je vous montrerai que c'est vraisemblablement pas ça. D'autres vont aller dire, oui, mais c'est le relâchement des libertés. Les jeunes, du coup, ont fait des accidents de voiture. Ou simplement, déprimés par les périodes de confinement, ils se sont suicidés en masse. Et une troisième objection qu'on va entendre, c'est oui, mais vos modèles linéaires, ils surestiment la surmortalité et du coup, vos barres rouges sont beaucoup trop hautes. Et je vais vous montrer que c'est vraisemblablement l'inverse qui se passe. À mon sens, on sous-estime la surmortalité. Alors d'abord, regardons les causes de mortalité. Première chose, on voit que les cancers, c'est 10% seulement des maladies, des causes de mortalité des 15-24 ans. Donc on a ces causes pour 2016 et 2017. Malheureusement, on aimerait les avoir pour 2020-2021 et on ne les a pas encore. Ça met plusieurs années avant qu'on nous donne ces causes de mortalité. Et donc on va devoir essayer de les inférer. Mais ce qu'on voit, c'est que expliquer une surmortalité doublée pour une population qui a très peu de tumeurs, c'est un peu bizarre. Par contre, les accidents de la route, là, c'est crédible parce que c'est quand même une population qui fait beaucoup d'accidents de la route et pas mal de suicides. Pour ce qui est des hôpitaux, je voudrais quand même rappeler qu'on observe dans pas mal de pays des drifts générationnels. Autrement dit, ça voudrait dire quoi? Que les hôpitaux auraient soigné d'abord certaines tranches d'âge et puis ils seraient occupés de l'autre tranche d'âge, laissant mourir les plus jeunes. C'est très bizarre d'expliquer qu'un retard hospitalier pourrait être à l'origine d'un drift de mortalité par génération dans les pays, dans toute une série de pays. Donc j'attends qu'on m'explique quand même qu'on me donne des explications par rapport à ça. Maintenant, regardons les accidents de transport, les accidents de la route. Ici, j'ai 6 pays européens, dont certains qui d'ailleurs ne font pas partie de l'étude, comme les Allemands. Mais qu'est-ce que je vois? C'est que 2021 est en baisse ou égal à 2020 pour la plupart de ces pays. En fait, le seul pays qui a une remontée, c'est l'Autriche, et c'est une toute petite remontée. Donc, l'accroissement de surmortalité ne s'explique vraisemblablement pas à cause de ces accidents de la route. Et je voudrais même dire, regardez les années 2013 à 2018 qui nous ont servi à fitter nos modèles pour estimer quelle serait la normale en 2020 et 2021. Et donc la normale, elle serait probablement à la même hauteur que 2013-2018, c'est-à-dire ici. Et donc, en tout cas si on regarde les accidents de la route, sous-estime clairement la surmortalité. Alors, si on regarde les suicides, alors c'est très énervant les suicides parce que justement, comme je le disais, c'est facile de dire peut-être que c'est les suicides, puisque de toute façon il va falloir plusieurs années avant qu'on ait les datas sur les suicides, et on inverse la charge de la preuve. On est en train de me demander quelque part à moi d'expliquer que ce ne serait pas les suicides, alors que si un chercheur pense que c'est les suicides, il devrait lui pouvoir le démontrer. Mais bon, je suis sensible à trouver une explication à ce qui se passe, et donc on a trouvé un article qui utilise les Google Trends pour prédire le taux de suicide, et ici c'est en Irlande, mais il montre très très bien qu'on améliore fortement les prédictions de suicide quand on commence à regarder des gens qui taperaient dans Google. Donc les Google Trends, c'est ce que les gens tapent dans Google, et quand on regarde les gens qui tapent comment se suicider, se pendre, je suis déprimé, enfin bref, toute une série de termes qui pourraient indiquer qu'il va y avoir un suicide, eh bien, il montre que ça améliore grandement les prédictions de suicide de l'année courante. Et ces Google Trends, en fait, il n'y a pas que cet article-là, il y a de plus en plus d'articles qui les utilisent pour prédire les crimes, pour prédire les épidémies. Les épidémies de grippe, typiquement, peuvent être prédites avec certaines recherches Google. Et donc, on s'est dit, tiens, puisque nous, on a des données, peut-être qu'on peut regarder si ces Google Trends sont fiables. Et la première chose qu'on a fait, c'est regarder les accidents de la route. Voici
en rouge la courbe des gens qui tapent accident de la route dans Google, et en noir les accidents de la route des 6 dernières années en France. Vous voyez bien qu'il y a moins d'accidents de la route en 2021 de manière générale et qu'on n'est pas anormalement élevé, contrairement à ce que certains disent, on est plus bas que les années précédentes. Et donc, mais donc vous voyez que la recherche Google Trends est en effet un bon proxy pour mesurer les accidents de la route. Si on tape perte de goût, eh bien on voit que les gens Google perte de goût a vraiment synchronisé avec les vagues Covid que vous voyez ici en dessous. Et l'intensité par contre des vagues n'est pas proportionnelle aux gens qui Google perte de goût, peut-être parce que c'était un symptôme moins fréquent de certains variants, ou peut-être parce qu'ils savaient déjà que c'était normal de perdre le goût, alors qu'en vague numéro 1, il y avait une forte inquiétude de perdre le goût. Mais en tout cas, ce qui est frappant ici, c'est cette synchronisation du signal des vagues Covid et du Google perte de goût. Alors on a évidemment regardé les suicides, on a regardé aussi la mobilité, les voyages, parce que beaucoup de jeunes font des accidents quand ils partent en voyage, ils font peut-être des sports extrêmes, de ski, de kayak, pour reprendre un sport que nos politiciens aiment bien. Sans surprise, 2021 est une année où les gens ont peu voyagé par rapport à la normale. Les suicides, en fait, ils sont assez stables pendant la période de la vaccination. Ils montent, c'est vrai, pendant la période des confinements, donc 2020, et un petit peu le début de 2021, mais pendant la période où on regarde cette fameuse surmortalité, il n'y a pas un signal anormal des suicides. D'après les Google Trends, il n'y a pas de signal anormal de la criminalité. Sans surprise, la criminalité, parce que comme les accidents de la route, ça arrive probablement la nuit, et pas mal de pays comme le nôtre, la Belgique, on est beaucoup moins sorti la nuit en 2021 à cause des couvre-feux. Donc, criminalité stable. Par contre, si vous googlez myocardite, et dans plusieurs langues, vous avez des pics vraiment marqués en 2021, et ces pics sont plus corrélés aux pics de vaccination qu'ils ne le sont aux pics Covid. Même chose pour certaines phrases liées à la mortalité. Et donc, pour résumer tout ce que je viens de vous présenter, ça c'était les résultats de mon préprint. Il y a une amélioration de la surmortalité de 2021 en Europe quand on utilise la variable nombre de doses délivrées dans le pays pour cette tranche d'âge. Vous avez des coïncidences temporelles significatives entre pic de mortalité et pic de vaccination. Vous avez des surmortalités importantes quand on regarde la surmortalité depuis le départ de la vaccination par rapport à la même période en 2020, année Covid, je tiens à le rappeler. Vous avez les Google Trends qui ne montrent absolument pas une hausse des accidents de la route, des suicides, des voyages pendant la vaccination, et même qui montrent que globalement l'activité de 2020 et de 2021 de ces variables-là, sauf pour les suicides qui est un peu plus élevé en 2020, mais les voyages et les accidents de la route et la criminalité sont globalement en baisse. Et alors, les Google Trends qui semblent corroborer que les problèmes cardiaques et la mortalité sont augmentés, en tout cas dans certains pays, avec le signal de la vaccination plutôt qu'avec le signal des pics de Covid. Tout ceci n'utilise aucun concept de virologie, aucun concept d'épidémiologie, aucun concept d'immunologie. Il s'agit ici de data science, il s'agit ici de statistiques. Et je tiens à dire que dans d'autres pays, on a des résultats similaires et que les scientifiques qui s'expriment pour montrer qu'ils ont des résultats similaires sont en général des data scientists. Par exemple, en Angleterre, il y a Norman Fenton qui est un des pontes de mon domaine de l'analyse de données, de l'intelligence artificielle, mais en particulier axé sur les causalités statistiques. Et donc, il y a une lettre ouverte qui a été signée par 80 médecins et chercheurs pour dénoncer qu'il y a un signal anormal de mortalité chez les jeunes en coïncidence avec les campagnes de vaccination. En Nouvelle-Zélande, vous allez trouver des résultats similaires. Et la Nouvelle-Zélande est très intéressante parce que comme ils ont fermé leur pays, ils ont eu cette politique du zéro Covid, ils ont eu très peu de Covid pendant les périodes de vaccination. Et donc, il n'y a justement pas le signal du Covid qui vient perturber la mortalité du signal des autres causes de mortalité. Et il y a une corrélation, ici c'est les 60+, donc les plus de 60 ans, leur mortalité ici en bleu
est fortement corrélé au signal de vaccination en rouge. Vous avez récemment, ça vient de sortir des résultats en Allemagne, même chose, même genre de résultats, surmortalité anormale en 2021, coïncidente à la période de vaccination. Et il s'agit de data scientists, pas de gens de santé publique. Si vous regardez par contre ici un outil qui est plus proche de la santé publique, c'est-à-dire les données de pharmacovigilance, les données du VARS, les données d'EMED ou les données d'Odravigilance, vous trouverez aussi des articles qui dénoncent un taux anormal de morbidité et de mortalité lié à ces vaccins. Et Spiro Patanzatos, ici, qui est l'auteur de ce préprint, c'est un bioinformaticien. Alors, beaucoup de data vont dans le même sens. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? C'est une question ouverte, j'en appelle toujours aux scientifiques à m'expliquer qu'est-ce que j'aurais peut-être manqué, quelle erreur j'aurais pu faire, parce que je voudrais évidemment améliorer mon préprint, et donc je suis tout à fait prêt à recevoir de nouvelles critiques. Quelle autre variable aussi, parce qu'on m'a pointé du doigt les suicides et les accidents de la route, je les ai écartés. Quelle autre variable expliquerait peut-être ce qu'on observe, cette surmortalité doublée de 2021. Je vais rappeler quand même que corrélation n'est pas causalité, donc il nous faudrait vraiment les datas de suivi, il faut qu'elles tombent dans le domaine public. Moi, je suis un grand adepte de l'open data. Je pense que tout le monde devrait pouvoir analyser ces données, que ça rassurerait même les sceptiques et que ça éviterait peut-être des effets nocebo d'avoir, parce que si vraiment ces vaccins sont sûrs et efficaces, ça se verra tout de suite quand on aura ces données de suivi. S'ils ne le sont pas, je voudrais rappeler qu'un vaccin n'est pas l'autre, parce que certains pensent qu'il vaut mieux pas relâcher ces données parce que la population va soudainement devenir méfiante des vaccins. Je pense que c'est un procès d'intention qu'on est en train de faire à la population, parce qu'on a l'exemple des médicaments. Il y a tout un tas de médicaments ces dernières années qui ont été retirés du marché parce qu'ils avaient une morbidité et même une mortalité accrue pour certains, et les gens ne se sont pas arrêtés de consommer des médicaments pour autant. Je pense que la population peut tout à fait entendre que certains types de vaccins pourraient être moins bons pour la santé, sans pour autant que tous les vaccins doivent être jetés à la poubelle. Donc il ne faut pas mélanger les pommes et les poires, comme le dit M. Bureau. Je pense que c'est un procès d'intention que les scientifiques ne devraient pas faire à la population, et en tout cas que moi je ne partage pas. Et je pense qu'il faut absolument qu'il y ait un débat sur ce qu'on est en train d'observer au niveau de ces différents signaux. Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt.